Je commencerai, moi aussi, par quelque chose qui ressemble à une introduction. J'ai écrit récemment des essais de linguistique et de sémiologie sur le cinéma. Un de ces essais a pour titre « Observation sur le plan séquence ». Le thème de cet essai est à peu près le suivant. La sémiologie du cinéma correspond à une sémiologie du réel, parce que la réalité ne fait pas partie de notre vie, en tout cas telle qu'elle se présente à nos yeux. C'est en fait un plan séquence infini. Du jour de notre naissance à celui de notre mort, nous avons la vision d'un plan séquence ininterrompu. Le cinéma n'est rien d'autre qu'une caméra capable de saisir ce mouvement continu d'événements qui se déroulent sous nos yeux de la naissance à la mort. Donc, le cinéma n'est rien d'autre qu'un hypothétique, un impossible plan séquence infini, comme infini est la réalité qui défile sous nos yeux. De là, toute l'importance du montage. Il y a un saut qualitatif, dirais-je, et même de sens entre ce que le cinéma est en théorie, un plan séquence infini, et ce qu'il est concrètement, c'est-à-dire le film. L'essentiel dans un film, c'est le montage. Le montage est la réduction de cette ligne infinie, ce que je disais du plan séquence, en un segment, sur lequel on peut lire, en dernière extrémité, justement, le mot « fin ». Par association d'idées, cela a fait naître en moi un parallèle qui me semble pertinent entre le montage et la mort. Nous ne saurons ce qu'a été notre vie qu'une fois mort. Nous n'aurions pas besoin de nous exprimer si nous étions immortels. De la même façon, la réalité ne prend pas sens au moment où elle prend fin. Elle est l'expression de quelque chose qui s'achève, par exemple à travers le montage d'un film. Prenons Manfred in co del ponte presso a Benevento, sur le pont près de Benevento. De la lacrimuccia, larme dont parle Dante, dépend toute la vie de Manfred, qui aurait été autre si, à cet instant-là, ses yeux n'avaient pas versé cette larme. Sa vie s'éclaire rétrospectivement sous un autre jour, se transforme, et c'est cette autre vie qui est véritablement la sienne. Je disais cela dans mon essai, être immortel et ne pas s'exprimer, ou être mortel et créer. Vous me demandez d'interpréter quelque chose qui n'est pas fini, et qui par conséquent n'a pas de forme, qui est ouvert à tous les possibles. Autrement dit, vous me demandez de parler non d'une forme, mais d'un magma. Il me faudrait regarder ma vie comme un magma dans lequel je plongerais les mains presque par hasard, et avoir un point de vue totalement arbitraire. Bien sûr, je peux vous répondre très simplement, mais tout ne sera peut-être pas entièrement vrai, même si je suis habitué à voir ma vie de cette façon. D'ailleurs, je sais bien que je ne peux pas vous répondre précisément, ne serait-ce que parce que j'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans, 7 ans et demi. À cet âge-là, je n'avais pas un monde culturel précis auquel me référer, si ce n'est cette anecdote. Voilà plus ou moins ce qui s'est passé, je m'en souviens très bien. J'habitais à Sacile, j'étais en CE1, et ma mère, qui sait pourquoi, a eu l'idée de m'écrire un sonnet. Un souvenir, naturellement. Pour la première fois, grâce à ce sonnet que ma mère a écrit pour moi, j'ai compris ce que la poésie avait d'artisanal, de factuel. Bien sûr, comme tous les enfants, j'apprenais des poésies à l'école, mais elles me paraissaient venir du cosmos, des étoiles. C'étaient des créations parfaites, issues du fond des âges. Et soudain, je comprenais en voyant ma mère comment les choses se faisaient, physiquement, matériellement et techniquement. C'est ça qui m'a donné l'idée de lui écrire des vers moi aussi. Alors, je me suis mise à écrire. C'était bien sûr des vers traditionnels. À 7 ans, j'étais un poète académique. En fait, je suivais la leçon des canons stylistiques de Pétrarque. Au lieu de dire usignuolo, je disais rosignuolo. Et je disais verzura et non verdura. Inconsciemment, à l'âge de 7 ans, je m'inscrivais au cœur de la tradition humaniste. Bien sûr, les bouleversements internes ont leur propre histoire, mais tellement complexe
qu'il m'est plus difficile d'en parler. Je pense fondamentalement, d'un point de vue clinique, objectif, sans y mettre de jugement de valeur, que le trait dominant de mon caractère est une forme de narcissisme, un véritable amour pour moi-même, issu des habituels complexes d'infériorité, sens de la culpabilité et autres. L'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure provient sans doute de là, le besoin de sublimer ce narcissisme dans un élan vers les autres. Une des explications, quoique superficielle, pourrait bien être là. Dans la vie, cependant, les pauvres, les enfants pauvres de mon âge, quand j'allais à l'école, étaient des camarades comme les autres. Je ne faisais pas de différence. Il n'y a pas de distinction de classe dans la tête d'un enfant, parce qu'un enfant voit le monde comme un tout. Le monde est un. Les hommes autour de lui sont des apparitions, je dirais même des hiérophanies, ou émanations du sacré. Hiérophanie était l'enfant qui vivait dans les quartiers pauvres de Sacile, ou le fils du paysan pauvre de Casarsa. Mais le fils du capitaine Fatati, un collègue de mon père, lui aussi était une apparition. C'était autant d'apparitions semblables. Même si je savais, sans en avoir pleinement conscience, et c'était là une autre donnée du monde réel, une donnée de la société dans laquelle je vivais, que certains étaient pauvres et d'autres riches. Ça ne comptait pas pour moi, dans mon jugement, mais ça faisait partie des choses que je savais sur la façon dont était fait le monde. Il y a une forme de racisme dans l'idée de la pauvreté des autres. Ces garçons pauvres, à partir du moment où je les voyais pauvres, même si je les aimais, et c'est vrai que nous vivions dans un village pauvre et que mes camarades de classe étaient pauvres, et quand bien même j'éprouvais envers eux des passions viscérales qui durent encore, je me souviens bien de ces camarades de classe. Pinetta, je la vois comme si elle était là. Je les voyais néanmoins avec une forme de racisme que la société nous donne dans l'idée même de pauvreté. Je crois qu'il y a dans toute forme de racisme le sentiment de la différence des classes, voire la haine de classe. C'est curieux, vous êtes laïque, me dites-vous, et agnostique. Et athée, donc agnostique face au problème de Dieu. Je ne me pose pas le problème de Dieu. Je ne cherche pas à définir Dieu parce que c'est hors de moi. Ça serait malhonnête de la part de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Néanmoins, vous croyez aux religieux, vous croyez au divin. Vous dites que vos œuvres sont religieuses et divines. Il y a là une rupture, me semble-t-il. Vous croyez à l'adjectif et pas au substantif ? Non, aucune rupture. Je suis persuadé de ça. L'homme d'autrefois, l'homme pré-industriel, l'homme qui vivait dans une civilisation paysanne pouvait percevoir la présence du sacré dans chaque objet, quel que soit l'événement à chaque instant de sa vie. N'importe quelle apparition terrestre, à n'importe quel moment de sa vie, pouvait être une hiérophanie. Hiérophanie dans les pierres, dans les arbres, parmi les voisins, dans les mots, tout pouvait être hiérophanie, émanation du sacré. Pourquoi je suis passé de la littérature au cinéma ? C'est parmi les questions prévisibles d'une interview, une question inévitable, et elle l'a été. Je répondais toujours que c'était pour changer de technique, que j'avais besoin d'une nouvelle technique, pour dire une chose nouvelle, ou, le contraire, que je disais la même chose, toujours, et que, pour cela, je devais changer de technique, suivant les variantes de mon obsession. Mais je n'étais qu'à moitié sincère en donnant cette réponse. Le vrai était dans ce que j'avais fait jusqu'alors. Puis, je m'aperçus qu'il ne s'agissait pas d'une technique littéraire, faisant presque partie de la langue avec laquelle on écrit, mais qu'elle était elle-même une langue. Et alors j'ai dit les raisons obscures qui présidèrent à mon choix. Combien de fois rageusement ou inconsidérément avais-je déclaré vouloir renoncer à ma citoyenneté italienne ? Eh bien, en abandonnant la langue italienne et, avec elle, progressivement, la littérature, je renonçais à ma nationalité. Je disais non à mes origines, petite bourgeoise, je tournais le dos à tout ce qui fait italien, je protestais, naïvement, mettant en scène une abjuration qui, au moment même où elle m'humiliait et me castrait, m'exaltait.
Mais je n'étais pas tout à fait sincère encore, parce que le cinéma n'est pas seulement une expérience linguistique, mais est, justement, en tant que recherche linguistique, une expérience philosophique. J'ai fui avec ma mère et une valise et quelques joies qui se révélèrent fausses, sur un train, lent comme les trains de marchandises, par la plaine Frioulane, couverte d'une légère et dure couche de neige. Nous allions vers Rome, nous nous en allions donc, une fois mon père abandonné, à côté d'un petit poil de pauvre, avec sa vieille capote militaire et ses horribles colères de sirotique et ses syndromes paranoïdes. J'ai vécu cette page de roman, la seule de ma vie. Pour le reste, j'ai vécu au sein d'un poème lyrique, comme tout possédé. J'avais aussi parmi mes manuscrits mon premier roman. C'était l'époque du voleur de bicyclette et les hommes de lettres découvraient l'Italie. Maintenant, je ne suis plus un homme de lettres, je les évite, je n'ai rien à faire de leur prix et de leur presse. Nous arrivâmes à Rome, aidés par un oncle doux qui m'a donné un peu de son sang. Moi, je vivais comme peut vivre un condamné à mort, toujours avec cette pensée comme un fardeau, déshonneur, chômage, misère. Ma mère en fut réduite pendant quelque temps à faire la bonne, et moi, je ne guérirai plus de ce mal, parce que je suis un petit bourgeois, et que je ne sais pas sourire, comme Mozart. Dans un film intitulé « Des oiseaux petits et gros », j'ai essayé, c'est vrai, de faire œuvre comique, suprême ambition pour un écrivain, mais je n'y ai réussi qu'en partie, parce que je suis un petit bourgeois et que j'ai tendance à tout dramatiser.